après que les autorités de la transition aient demandé le retrait des troupes militaires en dénonçant des accords militaires signés avec les États-Unis, les populations se sont rendues dans la rue afin d'appeler à une coalition d'associations, évidemment, de la société civile. Celle-ci avait pour objectif de faire pression sur les États-Unis afin que ce pays rapatrie rapidement ses soldats stationnés sur le sol nigérien suite à la dénonciation en mi-mars, bien sûr, des autorités militaires de transition de ces différents accords de défense avec les États-Unis. Washington, depuis cette dénonciation, continue d'évoquer des raisons d'évaluation des différentes options et de la faisabilité de ce retrait du côté de Niamey. Et pourtant, les populations aujourd'hui semblent complètement au bout du rouleau en ce qui concerne cette situation et semblent pressées de voir partir ces différents militaires. Peut-on lire à travers ces manifestations avec des centaines de Nigériens qui se sont rendus dans les rues de Niamey? On en parle donc dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Cette foule nigériane viendra-t-elle presser le pas à Washington dans le processus de retrait de ces différents soldats sur le territoire nigérien? On en parle bien sûr avec notre invité qui n'est nul autre que Fanga André Christel. Il est directeur de publication et analyste sur For You Media Africa. Bonsoir Monsieur Fanga et bienvenue à vous. Merci, Madame Cassandra Begoudé. Merci pour l'amitié que vous me faites et la confiance que vous renouvelez à ma modeste personne d'être l'invité de Regard panafricain du lundi. Merci aux techniciens, merci à tous ceux qui nous écoutent sur toutes les plateformes de For You Africa. C'est un immense plaisir, n'est-ce pas, de partager le peu de connaissances que nous avons avec les nombreux Africains et le monde entier. C'est toujours pour moi un exploit d'être écouté au travers de votre média et permettez-moi de ne pas déroger à la règle, de saluer un homme particulier, le président Serge Espoir Matomba. Pourquoi je le salue? Parce que ils ne sont pas nombreux ces jeunes Africains qui innovent, qui créent, qui font ce qu'ils en train de faire aujourd'hui. Parce que avoir des entreprises, créer des entreprises d'abord, les maintenir à flot et recruter le plus grand nombre de jeunes, c'est quand même très important pour notre Afrique, surtout cette Afrique où le chômage et plein de difficultés que nous subissons sont à l'ordre du jour. Alors quand nous voyons des jeunes sortir du lot faire ce genre d'investissement, vraiment c'est à saluer. Donc, je renouvelle mes salutations et mon appréciation et mon encouragement au président Serge Espoir Matomba et de tout ce qu'il mène comme activité. Vous savez, moi, je le regarde plus sur cette casquette-là. Bon, vous savez que c'est un homme politique aussi, parce que si on commence à parler politique maintenant, on va croire qu'on est déjà en campagne. Donc, malgré que la campagne, que ce soit les campagnes municipales, législatives et présidentielles se font tous les jours. Oui. Voilà, donc, et c'est d'abord un élu du peuple, donc il faut le préciser aussi. Ça, c'est quelque chose du côté de l'arrondissement de Douala 4e. Je crois que les populations lui ont fait confiance là-bas, on lui a donné quelques conseillers municipaux pour la mairie. Je pense que les prochaines années, et peut-être ils feront mieux, peut-être dans plusieurs autres arrondissements. Donc, merci pour cette invitation et bonsoir particulier au président Serge Espoir Matomba. Merci André Christel Fanga. Je ne saurais démarrer sans remarquer votre tenue particulière. Oui, une tenue particulière parce que nous n'avons pas eu le temps de nous échanger parce que nous changer parce que nous sommes dans le noir. C'est juste comme j'aime bien le maillot des Lions Indomptables et comme j'aime les Lions Indomptables, j'ai préféré porter le maillot des Lions Indomptables ce soir et pour apporter aussi mon soutien au président de la FECAFOOT qui a perdu son papa et nous étions en Gambie justement pour l'enterrement, dont nous l'avons enterré, dont nous souhaitons encore toutes nos condoléances à la grande famille de David Eto'o, n'est-ce pas, le papa d'Eto'o et tous ses autres frères et sœurs, dont nous les souhaitons et toute la grande communauté
bassin, n'est-ce pas, de Ngambé et de ses environs, de Sombengue et tous là-bas. Donc, nous les souhaitons encore les condoléances. Et permettez-moi de dire quelque chose, comme vous m'avez tendu cette perche-là, de dire quelque chose d'aussi simple. Nous avons vu une mobilisation planétaire en Ngambé. Okay. Un homme ne peut pas traîner autant de foule. Parce que quand vous avez le représentant de presque 10 chefs d'État, le président Paul Biya était représenté par le ministre directeur adjoint du cabinet civil, M. Oswald Baboké, qui était le plus connu. Il y avait le fils du président Sassou Nguesso, il y avait plein de petits frères de Idriss Déby Itno du Tchad, il y avait plusieurs représentants des chefs d'État. Et ça, sans compter les footballeurs, les anciens footballeurs, ceux qui se sont représentés, ceux qui sont venus un peu de loin. Et j'ai aussi vu ma première fois de visu, le Grand Pi. Vous connaissez Grand Pi? Oui, bien sûr. Voilà. Merci André-Christelle Fanga pour cette touche particulière dans cette émission. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau pour le programme Regard panafricain qui démarre d'ailleurs tout de suite. Merci. Et bien voilà, on démarre donc Regard panafricain par l'information au Tchad. Je vous le disais déjà, André-Christelle Fanga en accueil. Nous parlons de l'ouverture de cette campagne présidentielle en N'Djamena, dans la capitale, par pratiquement, peut-être pas tous les candidats à cette élection présidentielle, prévue dans quelques jours seulement. Mais le président, le maréchal, Idriss Déby, le général Idriss Déby Itno, je m'en mêle les pinceaux, a ouvert cette campagne qui a donc drainé plusieurs équipes dans la capitale, N'Djamena, mais également le Premier ministre Succès Masra. On rappelle qu'il s'agit du leader des transformateurs, a également tenu à ouvrir sa propre campagne. Déjà, André-Christelle Fanga, on a l'impression d'être devant un schéma américain où le président bat campagne, les membres du gouvernement également battent campagne, mais chacun pour son propre compte. Est-ce que ce modèle pourrait y aller réellement au Tchad, à la politique tchadienne? Alors, madame, il faut comprendre une chose, comme je le dis toujours, la campagne a débuté, oui, mais je pense que les deux, bon, il y a d'autres candidats, mais on aime parler de deux candidats aujourd'hui, Succès Masra et le général Mohamed Idriss, qui sont les deux candidats phares, et qui l'autre est encore président de transition et l'autre premier ministre. Aucun n'a démissionné. Oui. Vous voyez que c'est anormal. Parce que dans un pays qui veut véritablement la démocratie, soi-disant, n'est-ce pas, la démocratie occidentalisée, la démocratie venue de l'Occident, les deux devaient d'abord démissionner. Mais bon, ils n'ont pas démissionné, ils sont allés aux élections comme ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans la quête de légitimité. La quête de légitimité, pourquoi? Parce que les deux ne sont pas véritablement en accord avec le peuple et les institutions internationales. C'est-à-dire, les institutions internationales essayent de faire le chantage comme à leur habitude, n'est-ce pas, de dire que voilà, vous êtes arrivé au pouvoir, comment. Donc, aujourd'hui, cette campagne s'ouvre dans l'optique que, ok, nous allons à la quête de notre légitimité, à la quête, n'est-ce pas, de véritablement dire que, ok, maintenant que nous sommes légitimes, nous pouvons prendre les décisions que nous voulons. Et quand nous regardons ça, vous voyez déjà les options, n'est-ce pas, prises par les dirigeants. Par exemple, le président de transition qui a envoyé une délégation au Mali, qui a envoyé une délégation pour justement déjà commencer peut-être à négocier pour être membre de l'AES. Vous voyez que c'est déjà quelque chose d'extrêmement important parce qu'il y a déjà une brèche dans ce domaine-là. Peut-être aussi c'est les effets de campagne, qui sait. Vous savez qu'il y a de cela avant un mois ou bien un mois passé ou 2 mois, n'est-ce pas, où on avait annoncé
le non-paiement de l'électricité et de l'eau pendant jusqu'à fin d'année décembre. La gratuité de l'eau et de l'énergie. Donc, vous voyez que les éléments de campagne étaient déjà lancés depuis. Et de l'autre côté, vous avez le Premier ministre Succès Masra, n'est-ce pas, qui demande aux Tchadiens de cotiser. Vous voyez que 100 francs, 200, tout ça, pour le bien-être, n'est-ce pas, des Tchadiens et pour qu'ils fassent une très bonne campagne pour justement gagner. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on est là dans une logique où on cherche, n'est-ce pas, à amadouer le peuple, n'est-ce pas, pour que le peuple leur donne la légitimité nécessaire pour aller. Peut-être nous aurons ce que nous attendons, nous les panafricanistes, n'est-ce pas, un bon résultat, mais des décisions qui vont être prises après, c'est ça qui nous intéresse le plus. Parce que si le président Mahamat Idriss Déby est élu, n'est-ce pas, et comme je sais qu'il sera élu, alors nous attendons son adhésion à l'AES et la sortie du franc CFA. Je pense que c'est des chantiers extrêmement importants pour nous les panafricains aujourd'hui, parce que bon, nous savons tous que vous ne pouvez pas être accompagné à une élection par plus de 100 partis politiques. Et vous échouez à cette élection-là. Vraiment, ça veut dire que peut-être c'est plus de 100 partis politiques ne pesaient pas véritablement sur l'échiquier politique tchadien. Mais nous savons tous que quand même, la campagne a commencé, mais ce n'est pas pour le plus grand bonheur des Tchadiens. C'est pour ceux qui cherchent en quête de légitimité. Vous savez que je ne suis pas fan des élections. Mais cette quête de légitimité n'apportera-t-elle pas, cette légitimité recherchée n'apportera-t-elle pas la liberté aux Tchadiens, la possibilité de vivre mieux, la possibilité de vivre le changement? Vous ne croyez en aucun discours, aussi bien celui de Mahamat Idriss Déby que celui du Premier ministre Succès Masra? Je crois au discours. Je crois beaucoup au discours. Et je crois que l'essentiel, après avoir obtenu la légitimité, c'est pour ça que je vous disais dans mes propos, c'est à partir de là, les premières décisions qui vont être prises par celui qui est élu, n'est-ce pas, qu'on verra si réellement ça va satisfaire nous les panafricanistes. Parce que quand je parle de nous les panafricanistes, ça veut dire que nous les Tchadiens, nous les Maliens, nous les Nigériens, nous de cette Afrique-là qui est en plein mouvement aujourd'hui, là, parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons plus de l'Afrique seulement des États. Vous voyez un peu, nous parlons de l'Afrique, véritablement l'Afrique, les États-Unis d'Afrique, qui est en train de se construire. Parce que même s'il y a encore des barrières, même s'il y a encore des groulots d'étranglement, n'est-ce pas, qui ne permettent pas l'envolée de cette nouvelle Afrique que nous souhaitons, mais c'est déjà en train de bouillir. Et quand ça bouillit comme ça, parfois, vous savez, vous êtes une femme, vous préparez bien. Voilà. Et quand la marmite commence à bouillir, parfois, la vapeur commence à faire bouger, n'est-ce pas, le couvercle de la marmite, n'est-ce pas, pour libérer un peu de chaleur qui est à l'intérieur, selon le degré du feu. Donc, aujourd'hui, avec cette Afrique qui bouillonne, n'est-ce pas, oui, quelques goulots d'étranglement, quelques couvertures qu'on avait posées, n'est-ce pas, sur nos têtes sont en train de bouger, et lâchent quelques vapeurs, et c'est ces petites vapeurs-là que vous voyez, il y a des résultats au Burkina Faso, il y a des résultats au Niger, il y a des résultats au Mali, il y a des résultats en RCA, et un peu presque de partout. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ça va continuer dans ce sens-là, et finalement, nous aurons le résultat escompté, c'est que le panafricanisme prendra la place qu'il faut. On aura, comme Dortey aime bien le dire, beaucoup d'élus, n'est-ce pas? Et ça va permettre que le plan et le projet panafricaniste puissent s'implémenter. Merci André Christelle Fanga. En tout cas, For You Media Africa va s'atteler à suivre l'information du côté du Tchad durant cette campagne présidentielle sur toute l'étendue, évidemment, du pays. Alors, sans transition, parlons de ce sujet. Il s'agit du Niger, bien sûr, qui avait dénoncé les accords de coopération militaire avec les États-Unis, qui avaient d'ailleurs été jugés illégale par la présence américaine sur le territoire nigérien. Après les Français, c'était au tour des Américains de se voir chassés du territoire nigérien, mais jusqu'ici, aucune avancée sur le plan décisionnel. On a l'impression que les États-Unis d'Amérique tentent de gagner en temps alors que leur présence est jugée illégale par les autorités, et même que la dénonciation le samedi 16 mars avait été avec
avec effet immédiat. Alors, André Christelle Fanga, les populations ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de demander le retrait immédiat de ces forces. C'était le samedi 13 avril 2024. C'était à Niamey. Exactement. Alors, André Christelle Fanga, ce cri d'alerte du peuple, une fois de plus, pourra-t-il mettre la pression aux États-Unis, alors qu'on se souvient que le peuple demandait déjà le retrait de certains soldats et que le gouvernement avait répondu par une dénonciation des accords? Alors, Madame Cassandra Begoudé, vous savez tous, et l'illustre invité que votre groupe, n'est-ce pas, For You Media, a invité ici, par le biais de votre président directeur général, M. Serge Espoir Matomba, c'est-à-dire le ministre Charles Blé Goudé. En Côte d'Ivoire, on l'appelait le général de la rue, à une certaine époque. À cause de quoi? À cause de la capacité de mobilisation du peuple. Et dans la capacité de mobilisation du peuple, ça a produit des résultats escomptés, ce que nous attendons. Et cette mobilisation des peuples aujourd'hui se traduit par cet engagement panafricaniste que nous avons. Et cet engagement panafricain aujourd'hui permet que c'est le peuple qui décide. En fait, nous sommes là dans la vraie définition de la démocratie. La vraie définition de la démocratie, selon Abraham Lincoln, n'est-ce pas, la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple. Aujourd'hui, c'est cette expression-là qui est en train de se manifester aujourd'hui sur tout le territoire africain. Si, pour ceux qui aiment bien le mot démocratie, n'est-ce pas? Vous savez comment je ne suis pas un démocrate. Moi, je n'aime pas la démocratie, parce que je sais que la démocratie occidentale, c'est la démocratie. Et quand il y a démon quelque part, ça veut dire qu'il y a meurtre, ça veut dire qu'il y a assassinat, ça veut dire qu'il y a trouble, ça veut dire qu'il y a tout ce qu'il faut, parce que s'il y a démon, ça veut dire que le maître des démons, c'est le diable. Et le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et donc, si la politique ou bien la démocratie, soi-disant importée, n'est-ce pas, par l'Occident, nous a toujours apporté la mort, la désolation, la destruction, les divisions, n'a jamais construit nos États, alors nous comprenons qu'ils ne sont pas au service de l'humain, ils ne sont pas au service de l'humanité, ils sont au service des lobbies, ils sont au service de leur maître qui est le diable. Donc, quand je le dis aujourd'hui, c'est que au fur et à mesure que le peuple se mobilise, prend conscience et se mobilise, on obtient des résultats. Nous avons vu la mobilisation du peuple au Mali, ça a produit les résultats escomptés. Nous avons vu la mobilisation du peuple au Burkina Faso, nous avons vu les résultats. Et nous sommes en train de voir encore actuellement les résultats au Niger. D'ailleurs, vous avez vu le peuple se mobiliser pour chasser le délinquant voyou ambassadeur de France qui était en Guinée, au Niger. Où le peuple faisait ses prières tous les soirs devant l'ambassade. Tout le monde était mobilisé. Et lui, il était terré là-bas comme un rat. Vous voyez que cette mobilisation a permis que M. Emmanuel Macron, n'est-ce pas, fasse extirper, n'est-ce pas, ce délinquant-là et le ramène en France. Donc, au fur et à mesure que les populations se mobilisent, on obtient toujours de résultats. En fait, c'est la pression la mieux. C'est la meilleure armée. C'est la meilleure armée, n'est-ce pas, chez nous en Afrique, c'est le peuple. Et donc, si le peuple, n'est-ce pas, constitue déjà une ceinture de sécurité pour votre pouvoir, alors vous allez conserver ce pouvoir-là. Si le peuple se mobilise pour une cause, vous aurez les résultats par rapport à cette cause-là. Donc, ce n'est que question de temps. Les Américains vont partir. Parce que même s'ils ont vous appelez ça quoi? La base de drones la plus sophistiquée, n'est-ce pas, d'Afrique. Et même parmi les bases les plus sophistiquées au monde des drones. Parce qu'ils se sont installés véritablement, hein, avec tout le matériel qu'il fallait, avec des investissements assez lourds. Et donc, aujourd'hui, si le peuple se mobilise, alors, même si vous avez le matériel le plus puissant au monde, vous ne pouvez pas vaincre le peuple. Un peuple engagé, un peuple déterminé, et c'est ce que le Niger est en train de faire actuellement. Parce que pour obtenir les résultats, aujourd'hui, il faut que le peuple mette la pression. Et même si les États-Unis ne veulent pas aller plus vite, n'est-ce pas, ils auront la pression du peuple, et cette pression-là va les mettre mal à l'aise, ce qui est sûr. Parce que vous avez vu les différentes mobilisations dans certains États où
on a obtenu les résultats, même quand on disait que non, c'est dans un an, ou bien dans 6 mois qu'on va partir, ils étaient obligés de partir plus tôt. Et d'ailleurs, même au Niger, c'est ce qui s'est passé d'abord avec l'armée française, avec tous ces différents armées-là. Le peuple s'est mobilisé. Au Mali, nous avons vu avec la force Barkhane et la MINUSMA, n'est-ce pas, la mobilisation du peuple pour dire que maintenant, vous allez partir le plus tôt possible parce qu'en réalité, on ne peut pas avoir sur notre territoire, n'est-ce pas, des forces qui ne viennent pas nous produire des résultats. Parce que, et comme je le dis, et je vais toujours le rappeler, madame, il faut que l'État malien, l'État nigérien, l'État de Burkinabé porte plainte à toutes les forces, n'est-ce pas, qui étaient installées dans la zone sahélienne. C'est-à-dire, il faut qu'on porte plainte à la force Barkhane, à la MINUSMA, à Serval, vous comprenez un peu, à toutes ces forces-là, parce que c'est en réalité des forces d'occupation. Comment vous pouvez être présent avec autant d'hommes, autant de munitions, autant d'armes sophistiquées de première génération, avec des bases, n'est-ce pas, de drones, comme pour les Américains, n'est-ce pas, à Agadez. Vous avez ça. Et le djihadisme se multiplie parce que quand nous regardons la période, n'est-ce pas, où le djihadisme s'est multiplié dans le Sahel, nous regardons la période de 2010, 2011, 2013. C'est là où, quand le djihadisme s'est multiplié, c'est là où on a fait appel maintenant, n'est-ce pas, à ces forces-là qui sont venues s'installer. De 2013, n'est-ce pas, jusqu'en 2022. 10 ans après, pas de résultat. C'est sérieux? Vous êtes payés parce que c'est les États qui payaient ces forces-là. Il y avait des moyens. On vous donne la latitude, n'est-ce pas, de vous installer. D'ailleurs, vous avez lu le contrat qui liait, soi-disant contrat, n'est-ce pas, cet accord qui liait l'armée américaine à l'État du Niger. En fait, ce n'était même pas un accord. Les autorités ont jugé qu'il s'agissait d'une lettre. Une correspondance qu'on envoie à un État. Parce que, soi-disant, il y a eu un accord verbal, n'est-ce pas, entre le chef de la diplomatie nigérienne avec les autorités américaines. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand vous lisez ça, ça vous donne froid au dos, où on vous dit que même tout civil, c'est-à-dire les Américains recrutent quelqu'un au quartier qui devient leur laveur de voiture, il devient diplomate. Et donc, il ne peut plus être stoppé en route. Il y avait des aberrations terribles et aucun contrôle, aucune autorité, n'est-ce pas, du Niger n'avait la capacité, n'est-ce pas, de stopper ou bien de fouiller un véhicule, n'est-ce pas, des Américains. Parce que tout s'était frappé du sceau diplomatique et interdiction. Donc, je pense qu'il y a eu des aberrations graves et aujourd'hui que le peuple a compris ces enjeux-là et se mobilise, je pense que les résultats vont s'accélérer le plus tôt possible. Est-ce que cette fièvre, justement, populaire du côté du Niger pourrait s'étendre dans d'autres pays comme le Tchad ou encore la République démocratique du Congo, où aujourd'hui on continue de réclamer le départ de la MONUSCO. Au Tchad, on réclame la fermeture de cette mini-base militaire américaine, mais aussi des bases militaires françaises. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut apprécier votre travail, Madame Bégoudé, parce qu'en réalité, la communication est un élément extrêmement important pour notre Afrique. Et je pense que c'est l'une des armes les plus importantes, les plus puissantes que la bombe atomique. Parce que dès que la communication, vous gagnez sur le terrain de la communication, alors vous avez la possibilité de dominer, n'est-ce pas, des continents, des territoires. Et aujourd'hui, votre travail de contre-vérité, n'est-ce pas, de soi-disant des vérités qui nous ont été exposées par les médias, n'est-ce pas, occidentaux, qui nous faisaient croire que non, c'est eux qui, les détenteurs de la vérité. Aujourd'hui, avec ce travail de communication, de sensibilisation, n'est-ce pas, d'éveil des consciences, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, des débats, avec des thématiques extrêmement importantes, les Africains sont arrivés à un moment donné de comprendre les enjeux planétaires. Donc maintenant, tout le monde peut parler géopolitique. Tout le monde peut parler géostratégie. Tout le monde peut parler politique aujourd'hui. Grâce, n'est-ce pas, à ces émissions, grâce à ces thématiques, grâce à des émissions comme Regard panafricain aujourd'hui. Donc, vous comprenez que quand le peuple mûrit, n'est-ce pas, les mobilisations ne vont pas s'arrêter. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a eu, n'est-ce pas, des mouvements, par exemple, en RDC, où des gens les Congolais sont allés demander le départ de la MONUSCO, avant de dire que, bon, on prolonge encore leur mandat pour 1 an. Il y a eu des manifestations. Et je pense qu'aujourd'hui,
Si dans les prochains mois qui arrivent là, la MONUSCO n'est pas toujours partie, je pense que ça va reprendre de belle manière ces mobilisations-là. Je pense que la même chose aussi au Tchad. Et vous avez vu les manifestations aussi au Tchad, que ce soit la base française, que ce soit les mini-bases américaines et tout. En fait, toutes les bases qui sont placées là-bas et tout, stationnées au Tchad. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne va pas se faire maintenant parce qu'il y a encore les élections. Permettons que les élections passent. Je crois que c'est le 6 mai, la date des élections. Et on pourra voir maintenant celui qui sera élu. Et les décisions en rapport qui seront prises. Qui seront prises, exactement. Okay. Donc, et là maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que même les peuples les plus amorphes, qu'on pensait qu'ils étaient des peuples amorphes, n'est-ce pas, sont en train de se réveiller, sont en train de comprendre les enjeux planétaires, les enjeux géopolitiques, les enjeux géostratégiques, les enjeux géoéconomiques. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, dire aux Africains aujourd'hui que non, le seul, et comme les médias mainstream, n'est-ce pas, nous ont habitués à dire que non, vous êtes dans la pauvreté, vous avez le chômage chez vous à cause de la malgouvernance. Vous savez que c'est un concept qui est passé au nom, c'est un problème de corruption, c'est un problème de malgouvernance, c'est un problème de ceci. Mais qui sont les auteurs et ceux qui soutiennent, n'est-ce pas, la malgouvernance et la corruption chez nous en Afrique? C'est justement ces gens, n'est-ce pas? C'est justement n'est-ce pas, ces organisations, FMI, Banque mondiale et toutes les institutions de Bretton Woods, n'est-ce pas? Et cette politique, n'est-ce pas, capitaliste qui soutient justement cette corruption, cette malgouvernance-là. Maintenant que le peuple comprend que non, ce n'est pas forcément la malgouvernance qui est notre problème. Oui. C'est parce qu'il y a des accords comme les accords coloniaux que nous connaissons tous, n'est-ce pas, que notre Afrique souffre. Parce que quand vous avez dans un territoire où on vous dit l'exclusivité d'exploitation, n'est-ce pas, de tel minerai, ça appartient à tel pays, et il l'exploite sans qu'il y ait de contrôle, sans que l'État, vous connaissez les contrats qu'il y avait au Niger, contrat de l'uranium, exclusivité française par Areva ou bien qui est devenu Orano aujourd'hui. Vous voyez que ça a été une exploitation abusive pendant plus de 30 ans. Vous voyez qu'il y a eu des contrats comme ça un peu de partout au Mali. Contrat d'exploitation de l'or, contrat d'exploitation de plein de richesses. Il y a plein de pays comme ça où on a passé le temps à piller. Et maintenant que les Africains comprennent que, surtout les jeunes d'aujourd'hui, comprennent que l'objet de leur pauvreté n'est pas forcément la malgouvernance, mais c'est parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent sur leur dos, qui puisent leur richesse. Imaginez-vous en RDC, il y a de l'ordre. L'ordre commence à régner en RDC. Et que maintenant, pour qu'on achète le lithium, pour qu'on achète l'uranium, pour qu'on achète l'or, le diamant, n'est-ce pas, du Congo, on vient négocier directement avec l'État, véritablement. Parce qu'aujourd'hui, l'exploitation se fait comment? La bande à Kagame, c'est des voleurs, c'est des pilleurs, c'est des braqueurs, n'est-ce pas? Ils sont en train de piller l'Est du Congo. C'est pour ça que le M23 progresse. C'est pour ça que le M23 a la possibilité, n'est-ce pas, de faire, avec la bénédiction des MONUSCO, de toutes ces organisations internationales-là, pour justement semer le désordre et le chaos, pour que les grandes firmes internationales, n'est-ce pas, puissent avoir, n'est-ce pas, ces matières premières à vil prix. Parce que quand vous allez soutenir un seigneur de la guerre, qui a besoin de munitions, qui a besoin des armes, qui a besoin de nourrir ses hommes, vous lui proposez un peu d'argent et un peu d'armes, est-ce qu'il ne va pas vous permettre d'exploiter, n'est-ce pas, dans un territoire, n'est-ce pas, les richesses, et c'est eux-mêmes qui vont encore vous protéger quand le gouvernement central n'aura pas la possibilité, n'est-ce pas, de venir sécuriser cet endroit-là. Donc, vous voyez qu'en réalité, le peuple a compris tous ces enjeux-là et sait que la seule, unique, n'est-ce pas, défense, c'est la mobilisation populaire aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les armes, n'est-ce pas, mais c'est la mobilisation populaire, parce que c'est la mobilisation populaire aujourd'hui qui produit plus de résultats. Et je pense que si les peuples de RDC, dont vous avez cité, du Tchad, ont compris les enjeux et des autres pays, alors les mobilisations vont se faire et justement, nous allons, parce que nous voyons déjà des résultats ailleurs, parce qu'il y a de bons exemples. Il y a des exemples palpables des résultats, n'est-ce pas, de la mobilisation du peuple. Vous pensez que, d'ailleurs, le mot partout au Cameroun maintenant, c'est que le Sénégal nous parle. Le Mali nous parle. Bon, qui ne nous parle pas alors? Vous suivez, hein? Tout le monde, c'est que maintenant, le Sénégal nous parle. Le Mali nous parle. Bon,
Après, ils disent même prière. Voilà. Merci André Christelle Fanga. Eh bien, on termine sur la question du Niger, des manifestations. Non, pas du tout. On va clore le premier sujet. C'est ce que je voulais dire, André Christelle, sur les manifestations de ces populations nigériennes qui demandent le retrait des troupes américaines. À ces différentes manifestations, on rappelle qu'il n'y a pas eu de réponse américaine, mais les États-Unis auparavant, il faut rappeler que ça fait pratiquement un mois que les accords ont été dénoncés, avaient évoqué des raisons techniques et l'étude de la faisabilité de ce retrait. Évidemment, on rappelle que malgré la dénonciation, leur présence reste toujours un problème pour ces différentes populations. Et donc, forcément, celles-ci, pensez-vous, André Christelle Fanga, qu'elles craignent des magouilles américaines ou alors qu'elles craignent des actions qui pourraient aller à l'encontre de la transition actuelle. D'où cette pression, un mois seulement après la dénonciation de ces différents accords. Madame, quand vous dînez avec le diable, il faut dîner avec une longue cuillère. Sinon, il confondra votre bras à un morceau de viande qui est dans l'assiette. Et donc, quand je le dis, ça veut dire qu'il faut toujours prendre une longueur d'avance sur l'ennemi. Et les Américains sont un mesquin et c'est la tête du Léviathan, tu viens le Léviathan. C'est-à-dire le Léviathan qui a longtemps exploité l'Afrique, qui a longtemps pillé l'Afrique, c'est les Américains. En fait, il s'est toujours caché derrière la soi-disant France, qui n'était que le coursier. Aujourd'hui, qu'on a découvert véritablement où se trouve la tête du Léviathan, alors quand on attrape la tête du Léviathan, il faut frapper ça le plus dur possible pour qu'elle puisse exploser. Et je pense que le peuple a compris que s'ils ne mettent pas la pression, n'est-ce pas, les Américains peuvent organiser autre chose. Parce qu'ils ont cette capacité-là. Mais comme au-delà de leur volonté, parce qu'ils ont été surpris. Et c'est là où tout le monde attendait les autorités de transition du Niger. Parce que c'est bien, vous pouvez chasser les Français, ils peuvent partir, c'est des vauriens, ils ne valent absolument rien. Mais maintenant, quand vous attaquez aux Américains, alors ça veut dire que vous avez touché le gros morceau. Ça va toucher la vraie cible. Et donc, sachant cela, il faut véritablement être prudent. Et la prudence, c'est qu'il faut accélérer le processus. Parce que les Américains ne disent pas mot. Après qu'ils vont voir, ils vont étudier, n'est-ce pas, voir la faisabilité. Mais non, vous n'êtes pas là dans l'étude de faisabilité. On vous a chassé, partez. On vous a chassé, partez. Vous allez analyser ça ailleurs. Ou bien vous allez retrouver un autre pays, ou bien s'il y a un autre pays qui veut vous accueillir, mais allez d'abord. Parce qu'on ne peut pas avoir des gens sur notre territoire, parce qu'il faut toujours craindre ces Occidentaux, surtout ces capitalistes-là, qui ont toujours plusieurs tours dans leur poche. Parce que quand vous avez... ils ont toujours le plan A, le plan B, le plan C et tout. Donc, en fait, c'est comme s'ils observent pour voir comment retourner la situation en leur faveur. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme je le disais dans mes propos précédents, la meilleure ceinture de sécurité, c'est le peuple. Donc, il faut que le peuple, n'est-ce pas, qui s'est engagé dans cette révolution, n'est-ce pas, alors continue dans cette révolution-là en maintenant les autorités de transition, en protégeant les autorités de transition. Vous avez vu quand même ce que les VDP font au Mali, les comités de vigilance au Cameroun, au Burkina Faso. Vous voyez un peu. Donc, quand vous regardez ça, vous comprenez que le peuple joue un rôle extrêmement important. D'ailleurs, il y a une veille populaire pour la sécurité d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Ce n'est pas seulement les militaires, mais le peuple lui-même veille. Parce que quand il y a une moindre information qui fuite quelque part, tous les carrefours sont pris d'assaut. Il y a une veillée jusqu'au matin, donc de façon que s'il y avait même personne, même si vous êtes combien de commandos, vous ne sortez pas, que ce soit à Bobo Dioulasso, que ce soit, vous appelez la capitale du Burkina Faso, à Ouagadougou. Vous ne pouvez pas sortir de Ouagadougou parce que tous les grands artères sont contrôlés par les populations. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, les peuples ont pris conscience. Le peuple africain a pris conscience.
que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans les armes. Le vrai pouvoir, c'est entre les mains du peuple. Et cette mobilisation-là du peuple finit par renverser n'importe quel genre d'armée et de dictature qui existe dans le monde. Parce que vous ne pouvez rien contre le peuple. Je voulais vous faire un rappel. Vous connaissez un certain Maduro et un monsieur Juan Guaido. Okay. Juan Guaido est un député qui s'est autoproclamé président, soutenu par les Américains. Il y a eu quelques manifestations et tout. Et même aux États-Unis, on a reconnu les ambassadeurs nommés par Juan Guaido. Mais le peuple qui était avec Maduro s'est mobilisé. On n'a pas permis que l'imposture prospère. Vous comprenez un peu? Donc, quand le peuple se mobilise, n'est-ce pas, l'imposture ne peut pas prospérer. Et c'est ce que nous souhaitons, n'est-ce pas, à tous les peuples africains et à tous ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas, de davantage se mobiliser pour leur propre bien-être. Parce qu'en réalité, si vous ne défendez pas votre cause, personne ne viendra vous défendre. Vous voyez un peu, vous commencez d'abord vous-même à défendre votre cause avant maintenant que les secours viennent d'ailleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons compris, les populations des différents États ont compris qu'il faut se mobiliser et cette pression-là, il faut la mettre sur les Américains jusqu'à ce qu'ils puissent partir. Merci André Christelle Fanga. Une fois de plus, sans transition, nous changeons d'actualité. Nous parlons du Soudan à présent. L'on s'en souvient comme si c'était hier, le 15 avril 2023, entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, FSR, du général Hamdan Daglo, commençait une guerre. Cela fait exactement 1 an aujourd'hui. L'on se souvient également, André Christelle Fanga, de ces milliers de morts. Aujourd'hui, on en compte pratiquement 15 000, voire plus, avec plus de 8 millions de déplacés. Ceux-là vont la plupart du temps vers le Tchad ou encore vers la République centrafricaine et bien d'autres, sans oublier également le Niger. On parlera beaucoup plus, André Christelle Fanga, de l'apport de l'Union africaine en ce qui concerne cette crise. Est-ce une nouvelle crise que l'Union africaine n'a pas pu gérer? L'Union africaine n'est-elle pas capable de gérer les crises africaines sur le plan financier, humanitaire, politique et de la paix? En tout cas, avec vous, on tentera de comprendre. À l'annonce de cette guerre entre les deux forces armées rivales aujourd'hui au Soudan, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, avait annoncé qu'il se rendra au Soudan afin de discuter avec les deux généraux. Cela n'a pas été fait, mais aussi n'a pas porté fruit. Je parle là de cette annonce. André Christelle Fanga, cette crise qui perdure au Soudan, est-ce un aveu d'échec pour l'Union africaine qui n'a pas su gérer une fois de plus une crise? Alors, Madame Cassandra Begoudé, l'Union africaine n'est qu'une succursale de l'Union européenne. Antichambre, oui. C'est qu'une chambrette, parce que même une chambre, elle ne l'est pas. C'est une chambrette de l'Union européenne, l'Union africaine. Parce que vous ne pouvez pas être financé à plus de 60%, on parle même de 70%, par l'Union européenne, et vous pensez que vous êtes une institution africaine. C'est quasiment impossible et impensable que vous êtes financé par les autres et qui sont les auteurs de la guerre sur le territoire africain. C'est les Américains qui organisent la guerre au Soudan. Oui. C'est les Français qui organisent la guerre au Soudan. Et vous allez regarder, vous avez cité le Centrafrique, le Tchad, le Niger, le Soudan et beaucoup d'autres pays autour. Oui. Vous allez retrouver que tous ces pays-là ont toujours été en guerre, ont toujours été déstabilisés, ont toujours eu des problèmes. Tout ça pourquoi? Pour quelle cause? Parce que quand vous analysez, vous comprenez qu'en réalité, il y a une semence de division qui est là au quotidien. Parce que quand vous regardez en Centrafrique,
ce qui a longtemps divisé les frères centrafricains. Vous avez les anti-Balaka, les Séléka, la CPC qui s'est créée. Alors, vous vous posez la question que, mais, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour quel enjeu? Oui. Parce que même si c'est pour gouverner, vous ne pouvez pas vous entendre et gouverner. S'asseoir et dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Vous, président, moi, premier ministre, l'autre ministre des Finances, l'autre ministre de la Défense, et on organise l'État comme ça, au lieu de se faire la guerre. Mais comme c'est une guerre entretenue, parce que, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, oui. les Nations Unies se sont réunies et ils ont dit, on va tout faire pour éviter la guerre sur notre territoire. Donc les guerres doivent se produire en Afrique et au Moyen-Orient. Et surtout où il y a les richesses. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec des guerres en Afrique, des divisions pour rien, des discussions pour rien, parce qu'un matin, une rébellion éclate, vous ne savez pas d'où elle vient. Et donc, le Soudan aujourd'hui est dans la même sauce. Et depuis des années. Oui. Parce que ce n'est pas aujourd'hui. Il y a eu quand même un homme qui a essayé de maintenir un peu la calmie. Mais vous avez vu qu'on a tout fait pour le chasser. N'est-ce pas? On parle là de Omar El-Béchir. Omar El-Béchir qui a été traumatisé, qui a été pourchassé, qui a eu les mandats internationaux et tout ça. Mais il a tout fait pour maintenir son pays dans la paix. Mais même jusque-là, ce n'est pas arrivé. Finalement, le Soudan a été d'abord divisé en deux. Avec le Sud-Soudan aujourd'hui. Il est en voie d'être divisé en trois. Mais vous parlez même en trois de disparaître. Parce que c'est déjà un no man's land. Parce que si vous avez 8 millions de déplacés, vous êtes encore un État, vous n'êtes plus un État. Vos populations sont déjà tous parties. Ça, on ne compte pas les morts qui sont... Parce que vous avez dit parler de combien de morts en tout cas, plus de 15 000. Plus de 15 000 morts. Mais non, on est déjà près d'1 million de morts. Parce que ça perdure. Ça ne fait que perdurer. Ce n'est pas, les gens ne meurent pas seulement des armes. Les gens meurent de famine. Effectivement. Il y a tout un désordre. Et donc, quand vous posez la question que, mais est-ce que l'Union africaine, c'est encore une guerre ou une crise de plus qu'elle n'arrive pas à résoudre? Mais je dis, l'Union africaine a déjà résolu quelle crise? On aurait pensé qu'au moins sur le plan humanitaire, l'Union africaine aurait pu l'argent de tenir. Qui? L'argent de qui? Ils vont prendre l'argent où? Le patron est là. Le patron ne peut pas permettre, et c'est le patron qui a organisé la guerre au Soudan. C'est-à-dire l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui organise la guerre. Et vous voulez que le patron organise sa chose et vous venez vous interposer? Il faut que le sang des Africains coule. C'est ça l'objectif de l'Union européenne. Pour qu'on ait une Afrique sans les Africains. Vous savez que c'est le programme qui est bien défini. Il faut, et d'ailleurs même, l'invention du Covid était dans cette option-là. C'était d'envoyer le Covid en Afrique pour vous disséminer comme on a envoyé le sida, comme on a envoyé Ebola, comme on a envoyé toutes ces maladies, n'est-ce pas? Il y avait même une autre maladie là qu'ils avaient fabriquée. C'était la vache folle. Il y avait les varioles, la grippe aviaire et tous ces différentes choses-là. Donc, ils fabriquent de toutes pièces. Et le terreau facile ou bien pour d'expérimentation, c'est l'Afrique. Vous savez qu'il y a des médecins qui sont venus en Afrique inoculer le sida aux filles, à certaines prostituées, pour des expériences. Et c'est eux qui ont servi. Donc, vous comprenez que si le patron, qui est l'assassin, et vous venez jouer au policier, donc celui qui vous paye, n'est-ce pas? Vous venez jouer au policier? Non. C'est-à-dire, l'Union européenne ne peut pas organiser la guerre sur le territoire africain, et en particulier au Soudan. Et vous voulez que l'Union africaine prenne l'argent, n'est-ce pas, qui vient de ce même patron-là pour venir aider les Soudanais. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une complicité tacite entre l'Union européenne, l'Union africaine et ces différents groupes rebelles qui sont en train de s'affronter là. Parce qu'en réalité, s'il fallait véritablement gouverner le Soudan, on pouvait s'entendre. Il y a quelque chose de bizarre et de curieux quand même au Soudan. Le Sud-Soudan, n'est-ce pas, s'est séparé du Soudan tout entier.
Mais maintenant, dans le Sud-Soudan, maintenant, il y a même encore la rébellion. Parce que ils disent qu'ils veulent encore diviser le Sud-Soudan maintenant pour avoir aussi leur part de territoire. Tout ça pourquoi? Parce que la zone du Sud-Soudan était la zone pétrolifère du Soudan. Donc, comme les Américains voulaient prendre le pétrole gratuitement, ils ont financé, vous l'appelez qu'il a le président du Soudan du Sud, la Salva Kiir. On l'a financé et c'est lui maintenant qui est venu, n'est-ce pas? On a divisé le pays. Finalement, même jusque-là, ça n'arrive pas à résolver le problème. Les autres groupes rebelles se sont aussi déjà mis en place qui veulent encore diviser le Sud-Soudan. En fait, on veut émietter l'Afrique. On veut davantage émietter l'Afrique. On veut davantage créer la guerre en Afrique. On veut davantage créer le désordre en Afrique pour que justement les Africains, n'est-ce pas, ne puissent pas vivre des ressources naturelles que Dieu nous a données. Et ça, l'Union africaine est complice de cette mascarade, de cette tuerie, de tout ce là. Ils ne peuvent rien faire, ils n'ont jamais rien fait et ils ne feront jamais rien. Aucune médiation, même ne serait-ce que politique, ne peut être possible venant de l'Union africaine. Selon vous, André-Christelle Fanga, on se souvient quand même que l'un président dans la région de l'Est de l'Afrique avait décidé de prendre sur lui la médiation, mais également la résolution sur le plan du dialogue à cette situation au Soudan. Il s'agit du président kenyan William Ruto, qui d'ailleurs avait mobilisé l'IGAD pour résoudre cette situation, contacter également l'Union africaine, mais aujourd'hui, ni l'IGAD, ni l'Union africaine, ni toutes les autres organisations africaines n'ont pu résoudre cette situation. Est-ce donc peine perdue complètement pour le Soudan, car l'Afrique est incapable de résoudre ses propres problèmes? L'Afrique, surtout cette Afrique institutionnelle, c'est-à-dire des organisations que vous connaissez, c'est-à-dire CEMAC, CEDEAO, Union africaine, SADC, qui est encore là, bon, toutes ces organisations-là. Parce qu'en réalité, ces organisations n'ont pas été créées par nous. Vous me suivez très bien. Ces organisations n'ont pas été créées par nous. C'est pour ça que ces organisations-là ne peuvent pas produire les résultats escomptés. Machiavel existe toujours, non? Vous connaissez la théorie de Machiavel, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Et donc, on va diviser les Soudanais. On va diviser les différents leaders soudanais pour davantage avoir l'ascendant, n'est-ce pas, sur les richesses, sur le territoire soudanais. Et vous savez que quand le Soudan n'est pas en sécurité, ça déstabilise, n'est-ce pas, tous les autres États qui sont voisins. C'est-à-dire, vous savez que son voisin immédiat, c'est le Centrafrique, c'est le Tchad, c'est le Niger. Donc, ça permet davantage d'entretenir l'insécurité, n'est-ce pas, tout autour de ces États-là. Et donc, quand il y a l'insécurité, ça fait les affaires de qui? Ça fait les affaires des États-Unis, ça fait les affaires de la France, ça fait les affaires de la Grande-Bretagne et tous ces différents États de l'Union européenne. Et l'Union européenne a trouvé une stratégie simple. C'est de dire, ok, l'Union africaine, c'est ma propriété. Et donc, elle ne peut produire aucun résultat. Donc, on fait semblant d'avoir une organisation africaine, mais en réalité, elle est contrôlée par l'Occident. Maintenant, quand il y a des initiatives personnelles ou bien de quelques personnes, aujourd'hui, on fait tout pour mettre les bâtons dans les roues. C'est-à-dire, on fait une communication pour dire que non, il n'est pas l'envoyé, n'est-ce pas, de l'Union africaine. Parce qu'aujourd'hui, aucune médiation n'a véritablement été constituée pour justement aller résoudre le problème. Vous allez retrouver que les médiations qui ont réussi, c'est toujours des médiations soi-disant politiques. Et ça réussit comment? Ça réussit et l'acteur qui finit toujours par... il y a toujours un acteur qui finit toujours par mourir. Regardez la médiation en RDC, Congo. Kabila, Mobutu Sese Seko. Finalement, un acteur est finalement parti pour laisser la place à Kabila. Vous voyez que
il y a eu des médiations, et ces médiations-là ont toujours été dans l'intérêt, n'est-ce pas, de l'Occident. C'est-à-dire, le médiateur vient pour travailler pour le bien-être de l'Occident. Mais s'il y a un médiateur, n'est-ce pas, qui veut travailler pour le bien-être des Africains, cette médiation ne réussira pas. Vous voyez un peu. Et donc, la situation du Soudan aujourd'hui, tant que ce n'est pas les États-Unis, en fait l'Union européenne, les pays de l'OTAN, qui décident d'arrêter la guerre, n'est-ce pas, au Soudan, c'est-à-dire en créant, au travers de leur masque blanc, visage noir, qui est l'Union africaine, n'est-ce pas? Vous voyez un peu, ils décident de créer, par exemple, une médiation, sachant que c'est eux-mêmes qui sont derrière, voulant mettre la paix, parce que peut-être ils ont déjà atteint l'objectif. Alors, les pourparlers vont commencer. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez qu'en réalité, ces différentes commissions, ces différentes organisations ne sont pas là pour notre bien-être. Ils n'ont jamais produit de résultats. La CEDEAO, regardez, première intention, vous-même, on en a débattu ici des millions de fois. Première des choses, occasion pour la CEDEAO, c'est d'aller attaquer le Niger. Première décision importante pour eux. Comment est-ce possible? Une organisation africaine, sous-régionale, et dont un membre, n'est-ce pas, est en difficulté. La première des choses, c'est de faire quoi? C'est de dire qu'on va s'organiser pour attaquer ce pays. Vous comprenez que ce n'est pas une organisation africaine. C'est juste des chambrettes, n'est-ce pas, organisées, n'est-ce pas, pour justement mettre en mal, n'est-ce pas, la vraie gouvernance des Africains, par les Africains et pour l'Afrique. Merci André Christelle Fanga. Il faut peut-être mentionner que depuis le début de cette crise politico-militaire du côté du Soudan, les États-Unis sont les seuls à véritablement dialoguer avec les deux généraux, à décider de quand et comment il y a un cessez-le-feu immédiat qui, ma foi, n'est pas toujours respecté à la lettre, mais qui reste un cessez-le-feu quand même. Parfois, on autorise le passage de l'aide humanitaire, ceci toujours via la voix des États-Unis, notamment Anthony Blinken, qui est constamment mis en avant dans la situation. Alors vous parliez de réunions, de médiation et d'organisation. Parlons à présent, pour sortir, André Christelle, car il ne reste plus assez de temps, de l'ouverture d'une conférence humanitaire à Paris ce 15 avril 2024. C'était avec la volonté, selon les protagonistes, de briser le silence qui entoure la guerre oubliée qui se déroule depuis un an du côté du Soudan. Alors, dès l'ouverture de la réunion, qui d'ailleurs a été menée par la France, l'Allemagne et toute l'Union européenne, 840 millions ont été annoncés, avec 110 millions par la France, 204 par l'Allemagne et 350 par le Royaume-Uni, 138 par Washington, donc les États-Unis. Que dire de ces manœuvres qui, même en Afrique, pour saupoudrer l'opinion, ne se voient pas? Vous savez, ça fait rire parce que il devait avoir les élections en Ukraine. Oui. Vous avez vu, on parle de Zelensky a dit clairement qu'il n'y aura pas d'élection, le pays est en guerre. C'est tout. Oui. Mais c'est au Mali qu'on va mettre la pression pour qu'il faut organiser les élections, il faut respecter les dates, il faut ceci, il faut déterminer la fin de la transition. Vous avez vu un peu de partout, il y a les guerres, il y a la famine, il y a presque tout. Et d'ailleurs, le G5 Sahel est mort, qui attendait justement les financements, n'est-ce pas, de la France et tout le reste. Finalement, il est mort de sa belle mort. Mais quand vous regardez tout ça et qu'on vient nous dire que non, il y a une conférence, n'est-ce pas, internationale pour l'humanitaire, n'est-ce pas, pour le Soudan. Et que les États-Unis, l'Amérique et tout ça annoncent des coûts. Vous voyez comment la mesquinerie, ça se passe. Vous voyez combien d'argent on donne en Ukraine et combien on propose pour le Soudan pour l'humanitaire. Oui. Vous voyez le gap. Donc, et alors que les populations sont en train de mourir, alors que les gens sont en train de se déplacer. D'ailleurs, que ça ne coûtait rien aux États-Unis, aux Américains, à la Grande-Bretagne, la France et tout, d'arrêter cette guerre. Vous voyez un peu. Parce que les États-Unis ne peuvent pas être le seul interlocuteur qui parle aux deux, vous appelez ça quoi, protagonistes. Oui. N'est-ce pas? Ou alors les belligérants. Les belligérants. Oui. Alors, et qu'aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas demander simplement aux deux, n'est-ce pas, de déposer les armes. Même quand ils demandent, c'est à des lèvres.
parce que la plupart des financements, n'est-ce pas, de cette guerre viennent de là-bas. Oui. Donc, quand vous avez ça, vous vous posez la question, est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce que cette campagne humanitaire-là est véritablement pour aider les Soudanais ou bien pour arrêter, n'est-ce pas, le massacre? Donc, je pense qu'il y a de l'hypocrisie et ça a toujours été comme ça dans nos relations avec l'Occident. Ils ont toujours été hypocrites. Donc, les Africains, nous avons besoin de nous organiser. Nous avons besoin de prendre conscience qu'il y a des populations qui souffrent. Et ça, il faut louer des initiatives, ou bien au Cameroun, par exemple, qui est un pays d'accueil de beaucoup de réfugiés. Vous avez vu quand Boko Haram, n'est-ce pas, s'est mis à attaquer le Nigeria, le Tchad, le Niger, le Cameroun, il y a eu beaucoup de réfugiés du côté du Cameroun, n'est-ce pas, venant de ces pays-là, et qui ont été très bien encadrés et qui ont continué à être encadrés. Vous avez vu quand il y a eu des problèmes en Centrafrique, il y a eu beaucoup de réfugiés au Cameroun, centrafricains au Cameroun. Mais on les a bien encadrés. Donc, en fait, faisons que la terre africaine devienne une vraie terre d'accueil. Une vraie terre, n'est-ce pas, où la guerre disparaît. Le vrai paradis que nous souhaitons tous. Parce que si nous ne prenons pas conscience, ils vont toujours nous enfariner. Parce que ça, ils nous enfarinent, ils nous roulent dans la boue, ils nous font croire que non, on est là pour votre bien. Alors que c'est les auteurs, n'est-ce pas, du désordre chez nous en Afrique. Donc, le Soudan aujourd'hui doit prendre conscience, les Soudanais doivent prendre conscience que c'est notre pays, c'est notre État, on peut stopper ce genre de choses, on peut stopper ce genre d'initiatives. Vous voyez, on peut stopper cette guerre-là, parce qu'en réalité, si ils ne stoppent pas la guerre, c'est toujours eux-mêmes qui vont mourir. Et le pays sera quoi? À feu et à sang et en lambeaux, et qui pour le reconstruire. Vous savez que l'économie de la guerre, c'est aussi vendre les armes et maintenant gagner le chantier de la reconstruction. Et c'est ça les États-Unis, c'est ça la France, c'est ça le Royaume-Uni, parce qu'ils vont vous proposer maintenant après les fonds de reconstruction par rapport à vos différentes richesses qu'il y a sur votre sous-sol, parce que c'est à partir de là que vous allez les payer. Merci André-Christelle Fanga. C'est d'ailleurs sur ces mots qu'on va clôturer cette émission Regard panafricain qui est terminée. Voilà, merci pour vos analyses et pour votre temps accordé ainsi que votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, pour l'amitié que vous me faites et le temps que vous m'accordez pour justement apporter ma modeste contribution pour la nouvelle Afrique que nous voulons. Cette nouvelle Afrique qui doit être unie, qui doit être engagé, qui doit fermer ses frontières pour revenir, pour se construire avant maintenant d'aller à la quête du monde. Donc merci pour cette invitation et je suis disponible. Bien sûr, vous restez disponible pour For You Media Africa. Merci à tous de nous avoir regardés. L'émission Regard panafricain s'est terminée de l'ouverture de la campagne présidentielle au Tchad. Nous avons pu parler en entame, sans oublier les manifestations des population nigérienne à Niamey qui demande le retrait immédiat des forces militaires du territoire nigérien. Nous n'oublierons pas la situation au Soudan qui marquait aujourd'hui 1 an d'affrontement entre le général Hemeti et le président, ou du moins le général des forces armées régulières du côté du Soudan. Eh bien, merci à tous de nous avoir regardés. Vous pourrez revoir ce programme sur nos plateformes internet, nous réécouter sur la 96.3 FM et nous regarder sur les différents canaux de For You Télévision. Au revoir à tous, à très bientôt. On se revoit très bientôt.